Monsieur le Premier ministre, on a eu très peur. L'épisode Cévenol qui a touché notre pays en fin de semaine dernière a été très violent, particulièrement chez moi en Ardèche, où les dégâts sont considérables et les populations traumatisées. Heureusement, cette catastrophe n'a fait aucune victime et je veux remercier ici les sapeurs-pompiers qui ont été en tout point remarquables dans leur travail. Je remercie également les ministres Agnès Pannier-Runacher et Nicolas Daragon qui se sont rendus sur place. Et j'associe à ma question la députée de la Lozère, Sophie Pantel, et le député de la Loire, Pierrick Courbon, sans oublier les autres départements qui ont été touchés. On vient donc de subir la colère de la nature. On ne peut pas subir la foudre du gouvernement qui menace de s'abattre sur les budgets de nos collectivités. Il va falloir réparer des ponts, des routes, des murs, autant de biens qui ne sont pas assurables. Or, il se trouve que la dotation de solidarité aux collectivités victimes d'événements climatiques ne prévoit que 40 millions d'euros au budget 2025. On est très loin du compte. Il se trouve aussi que les communes vont se tourner vers leur département, leur région ou leur métropole. Et là, malheureusement, vous avez l'intention de prélever 3 milliards d'euros sur les recettes de ces collectivités. Pour le seul département de l'Ardèche, c'est 8 millions d'euros. Et 8 millions d'euros, ça ne couvrira même pas les dégâts sur la commune d'Annonay. Quant au fonds vert, vous allez l'amputer d'1,5 milliard alors qu'il est censé servir la transition écologique. Vous savez comme moi que ces mesures d'économie aveugles sont injustes. En Ardèche, 70% des communes ont moins de 1000 habitants et ne pourront pas régler la facture toutes seules. Monsieur le Premier ministre, vous dirigez le gouvernement d'un pays très endetté. Mais nos villages n'y sont pas pour grand-chose, d'autant que la dette de toutes ces collectivités ne représente que 7% de la dette publique. Je vous demande donc tout simplement d'épargner les collectivités touchées par les inondations. Je vous demande ici de prendre l'engagement que vous ne ponctionnerez pas leurs recettes et que vous financerez la dotation de solidarité pour faire face aux événements climatiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à madame Catherine Vautrin, ministre en charge du partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Hervé Soulignac. Monsieur le député, tout d'abord, je vais commencer par m'associer aux propos que vous avez bien voulu avoir pour les sapeurs-pompiers et je vais l'élargir, si vous le permettez, à la protection civile, aux agents de vos collectivités, comme aux agents de l'État, comme à tous les élus et à tous les bénévoles qui ont montré la solidarité qui a été la leur dans les départements que vous avez bien voulu citer, à savoir l'Ardèche, la Loire et la Lozère. Et vous avez raison, ce qui est important, c'est que nous voyons semaine après semaine, parce que c'est cela qu'il faut souligner, mesdames et messieurs les députés, semaine après semaine, les événements climatiques se succéder. Et chaque semaine, malheureusement, ce sont de nouveaux départements qui sont concernés, de nouveaux territoires qui sont concernés. C'est dire si, lorsque monsieur le Premier ministre parlait de la dette écologique dans son discours de politique générale, nous étions sur ce sujet qui est le sujet des dérèglements climatiques qui nous touchent de manière extrêmement régulière. Premier élément qui nécessite toute notre mobilisation. Le deuxième point sur lequel je voulais aller, c'est effectivement l'importance des dégâts. Et vous l'avez dit, il y a des dégâts qui sont assurés, d'autres qui ne le sont pas. Sur les dégâts assurés, bien évidemment, il y a une demande de catastrophe naturelle qui a été faite par Agnès Pannier-Runacher dès vendredi dernier et nous devons avoir des réponses qui sont des réponses assurantielles. En ce qui concerne les biens qui ne sont pas assurés, très concrètement, l'État a évidemment des engagements à travers les mesures qui sont les mesures de soutien pour la reconstruction et la réparation du patrimoine public. C'est un budget qui nécessitera peut-être d'être abondé, mais en tout cas, c'est le budget dédié. C'est celui-là qui doit concerner les réparations et c'est l'engagement du gouvernement devant vous. Je vous remercie, madame la ministre. Monsieur le député. Madame la ministre, je vous attendais rassurante, je vous trouve préoccupante. Soyez à la hauteur de vos responsabilités. Merci. Merci madame la présidente, monsieur le Premier ministre, chers collègues. J'ai faim, je dors dans ma voiture, je suis épuisé, je suis seul. Voilà les mots de notre jeunesse. Le rapport de l'association Copain, publié la semaine dernière, est sans appel. Un étudiant sur deux affirme avoir déjà sauté un repas par manque d'argent. 68,5% vivent sous le seuil de pauvreté. Une étudiante sur 4 n'a pas les moyens de s'acheter des protections périodiques. L'explosion du nombre de distributions alimentaires, d'associations de lutte contre la précarité, d'étudiants bénéficiaires met en lumière l'inaction du gouvernement, les obligeant à se substituer à l'État. Monsieur le Premier ministre, quel projet portez-vous pour notre jeunesse ? Est-ce le projet d'une privatisation accélérée de l'enseignement supérieur
non contrôlée et onéreuse? Est-ce celui d'un ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche au rabais, dont le budget a déjà baissé de près d'1 milliard d'euros par décret en février et pour lequel le PLF ne prévoit rien? Est-ce un projet qui laisserait nos universités avec plus de 500 millions d'euros non compensés pour 2025, obligeant à effectuer des coupes drastiques, à fermer des sites et à arrêter les investissements? Est-ce un projet qui prévoit de laisser loger nos étudiants dans des résidences Crous insalubres, telle celle de Saint-Denis qui a récemment défrayé la chronique? Est-ce un projet qui va, pour une nouvelle année, augmenter les frais d'inscription à la fac? Vous engagez-vous, Monsieur le Premier ministre, à ne pas les augmenter? Est-ce un projet porté par un ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ultra-conservateur qui fait d'un prétendu islamo-gauchisme le principal problème de nos universités? Est-ce le projet d'une jeunesse au pas, mais sans repas, qui soutiendrait le SNU plutôt que le repas Crous à 1 €, porté par les socialistes, par la gauche et par ma collègue Fathia Keloua-Hachi? Vous avez fait, Monsieur le Premier ministre, de la santé mentale la grande cause nationale 2025. Pierre Mendès France disait que la gravité d'une question se mesure à la façon dont elle affecte la jeunesse. 4 étudiants sur 10 présentent des symptômes dépressifs. Parler de la jeunesse, ce n'est pas parler de nos enfants, c'est parler de l'avenir de la nation tout entière. Merci. La jeunesse souffre, elle gronde, allez-vous y rester sourd? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Patrick Hetzel, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. S'il vous plaît. Allez, un peu de silence, on écoute la réponse du ministre. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Emmanuel Grégoire, vous m'interrogez sur une question importante, la précarité étudiante et les difficultés rencontrées par certains étudiants pour se nourrir correctement. C'est évidemment une question que je suis avec la plus grande attention et l'ensemble de mon ministère. Concernant la restauration, nous poursuivons, et je tiens à le dire, l'offre du repas à 1 € pour les étudiants boursiers et en situation de fragilité. En 2023, cela représentait 22 millions de repas servis pour les plus fragiles et les budgets seront consolidés pour cela. L'effort se poursuit également sur l'application de la loi dite Lévy, avec une offre de restauration à tarif modéré à proximité de leur lieu d'études. Je précise également qu'un travail est engagé sur les zones blanches sans restauration universitaire. Par ailleurs, vous évoquez la question du logement, effectivement, question que vous connaissez bien. Encore une fois, le réseau des Crous a engagé un important programme de rénovation de logements étudiants et nous avons vu avec l'ensemble du réseau la possibilité de poursuivre ces actions. Cela a été consolidé. Nous avons des échanges aussi avec ma collègue Valérie Létard pour faire en sorte que, évidemment, la situation globale du logement soit améliorée. Et enfin, par rapport à cela, nous travaillons évidemment aussi avec les collectivités territoriales sur cette question. Soyez assurés que le bien-être et l'amélioration des conditions de vie de nos étudiants sont au cœur des préoccupations de notre gouvernement et de mon ministère. Et les 3,2 milliards d'euros qui étaient présents en 2024 sont consolidés pour 2025. Concernant le budget des établissements, là aussi, c'est un travail qui est engagé. Vous devriez noter qu'en période de difficultés budgétaires, nous sommes dans une situation où l'ensemble des budgets... Merci, Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Agriculture. La semaine dernière, vous répondiez à notre collègue Sandra Marceau concernant la filière cognac et les surtaxes chinoises. Votre priorité à ce stade semble être la seule voie diplomatique pour tenter de solutionner cette crise. La France et tous ses partenaires ne doivent pas plier. La concurrence déloyale concernant les véhicules électriques est une évidence et cela vaut pour bien d'autres produits. La Chine érigeant ce principe comme quasi institutionnel dans ses modes de production et de commercialisation. La surtaxe des véhicules chinois reste une nécessité absolue si nous souhaitons préserver notre industrie automobile en pleine mutation technologique. Pour ne pas plier face à cette menace, c'est bien tous ensemble que nous devons agir. Or, depuis quelques semaines, des signes de capitulation semblent poindre en Espagne pour la production de la filière porcine,
en Allemagne, où apparaissent des signes de soumission. Madame la ministre, la crédibilité de la Commission européenne est clairement en jeu et l'affaiblissement de l'influence de la France au sein de l'Europe fait craindre le pire. Votre seule piste diplomatique, qui ne semble plus être depuis plusieurs mois une force pour la France, inquiète donc beaucoup les acteurs locaux qui attendent plus que des intentions et se préparent, après des vendanges médiocres, à entrer dans l'action. Nos agriculteurs sont inquiets. Cette filière, qui emploie 70 000 personnes, ne demande pas d'aide, mais simplement de pouvoir poursuivre son commerce sans nouvelles entraves impactant sa viabilité. En effet, les exportations représentent 97% de cette production. Madame la ministre, pouvez-vous nous indiquer comment la voix de la France peut à nouveau peser au niveau européen et ainsi apporter des assurances de marchés commerciaux loyaux entre notre industrie automobile, nos viticulteurs et la Chine? Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Fabrice Barussou, en effet, la question m'a déjà été posée et je voudrais redire à quel point les mesures de rétorsion envisagées par la Chine à l'égard de la filière des brandis, cognac et armagnac est particulièrement préoccupante. J'ai réuni cette filière qui m'a exposé les enjeux. C'est près d'1,4 milliard qui sont en jeu là, puisque la Chine est le premier marché de cette filière. Et vous avez rappelé à juste titre les emplois directs et indirects de cette filière. Hier, j'étais à Luxembourg où la question des accords commerciaux a été mise à l'ordre du jour à cette réunion du Conseil des ministres européens de l'agriculture. Quasiment tous les ministres européens ont signalé le danger que représentait la pression que la Chine met sur les pays européens et les producteurs, non seulement dans le domaine des brandis, mais on pourrait ajouter celui du lait ou celui de la filière porcine. Donc, ça veut dire que je suis un peu moins pessimiste que vous. Il me semble qu'il y a une réelle prise de conscience des dangers que font peser les mesures annoncées par la Chine, qui pour l'instant sont des mesures transitoires, provisoires. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que la dimension diplomatique était essentielle. Parce que sinon, quelles sont les alternatives? C'est la compensation, 1,4 milliard. 1,4 milliard pour cette seule filière des brandis. Vous voyez bien que la réponse budgétaire, la réponse financière n'est pas à la portée ni même souhaitable. Ce que veulent les producteurs, c'est produire et vendre. C'est leur vocation. Et c'est vers ça que nous devons absolument, c'est vers cet objectif que nous devons tendre. Donc je veux vous dire, monsieur le député, qu'au niveau européen, cette question est désormais parfaitement identifiée et comptez sur moi pour la faire prospérer chaque fois que l'occasion m'en sera donnée, aussi bien au niveau des rencontres bilatérales qu'au niveau des assemblées plénières où je siège. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la Loire et les départements voisins ont été frappés par un épisode climatique d'une rare intensité. Dans la vallée du Gier et le massif du Pilat, les cours d'eau ont atteint des niveaux de crue historiques, causant des dégâts considérables. La mobilisation exceptionnelle des services de secours, que je tiens à saluer ici, nous a permis d'éviter le pire sur le plan humain. Avec le député Pierrick Courbon, nous vous avons immédiatement écrit pour demander des mesures permettant d'accompagner la réparation de ces dégâts, mais aussi de préparer l'avenir. Si la procédure de reconnaissance en catastrophe naturelle a été rapidement demandée, elle ne suffira pas à répondre aux besoins, notamment pour les dégâts non assurables. Vous annoncez un plan national d'adaptation au changement climatique. Comment imaginez-vous que vous allez répondre aux enjeux avec ce plan alors que vous siphonnez les outils existants? Ainsi, vous retirez 1,5 milliard d'euros du fonds vert, un outil dont les communes, y compris les plus petites, se sont pourtant saisies pour investir dans la transition écologique. Je pense aussi, et j'associe à ce propos mon collègue Hervé Gillet, au Fonds de prévention des risques naturels majeurs, le fameux fonds Barnier, Monsieur le Premier ministre. Alors qu'il est financé à hauteur de 450 millions d'euros cette année, seuls 225 millions d'euros y sont affectés dans le PLF. De même, il existe aujourd'hui une collectivité, qu'on connaît tous ici, dont la vocation est l'organisation de la solidarité territoriale, c'est le conseil départemental. Mais comment pourra-t-il soutenir les communes sinistrées alors qu'il est affaibli comme jamais dans ce PLF pour le seul département de la Loire, le mien? C'est une ponction de 16 millions d'euros qui est prévue. Allez-vous renoncer à cette ponction? Hier encore, vos ministres saluaient les élus locaux mobilisés face à cette catastrophe. Comme vos prédécesseurs d'ailleurs l'avaient fait après la crise sanitaire, après les émeutes, après chaque événement face auquel les communes sont en première ligne. Mais finalement,
Quelle est la valeur de ces mots si, dans le même temps, vous retirez aux élus les moyens pour mener ces combats indispensables? Madame la ministre de la Transition écologique et de la prévention des risques, Madame Pannier-Runacher. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Tissot. Vous avez raison de souligner l'ampleur des dégâts qui ont frappé votre territoire. J'étais en contact aussi avec Jean-Luc Fuguit, qui est de l'autre côté dans le Rhône, mais qui a également vu à Givors l'impact de ces inondations. La montée de la rive de Gier s'est fait de 4 mètres. 4 mètres par rapport à un étiage de 50 cm en moyenne. C'est vous dire l'ampleur de cette catastrophe, là où à la dernière inondation, on avait vu une simple, si j'ose, montée de 3 mètres. Vous avez raison de souligner que les communes ont besoin de moyens. Et c'est pour ça qu'il y a une dotation de solidarité pour les communes qui font face à ce type d'événements climatiques. Cette dotation de solidarité sera évidemment déployée pour soutenir les ouvrages qui ne sont pas assurables. Je le mentionnais à l'instant, et c'est pour ça aussi que nous allons déclencher avec Catherine Vautrin les missions d'inspection qui permettront d'évaluer ces dégâts, des dégâts qui vont être des ouvrages qui sont détruits. Je pense à des ponts, je pense à des chaussées. On nous en a beaucoup parlé, chaussées communales, chaussées départementales. Deuxième sujet, le fonds Barnier. Là encore, il y a le travail que nous menons sur le plan national d'adaptation au changement climatique avec la vision que nous allons projeter dans les tout prochains jours. Il y a le travail de la sénatrice Lavarde sur le régime CatNat, qui est un travail que je veux saluer, évidemment, et qui va être prochainement examiné en hémicycle. Il y a également la discussion budgétaire sur laquelle notre objectif est de trouver les meilleures solutions. Nous savons tous autour de cet hémicycle qu'il faut trouver les moyens de rétablir les comptes publics. Alors comment le fait-on? Intelligemment, en faisant en sorte que ceux qui ont les moyens participent à l'effort et que ceux qui ont besoin de solidarité continuent à avoir de la solidarité. C'est ça la copie que nous allons travailler ensemble. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à la ministre des Partenariats avec les territoires. À l'aune des discussions du budget, alors que la France connaît un déficit record, si chacun doit fournir des efforts, celui demandé aux collectivités locales est disproportionné. Communes, métropoles, départements, régions sont unanimes pour contester ce budget. Ce projet est délétère pour les collectivités que vous êtes censés défendre. Alors qu'elles représentent moins de 9% de l'endettement public, elles devraient fournir 15% de l'effort de redressement d'après nos projections. Madame la ministre, Monsieur le ministre, quelle réponse apportez-vous aux collectivités qui se mobilisent aujourd'hui, qui nous interpellent et pour lesquelles vous demandez un effort injuste et insoutenable? Quels services publics locaux seront sacrifiés et sur quel territoire? Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué Fabrice Loher. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Daniel, je tiens d'abord à excuser la ministre Catherine Vautrin. Vous m'interrogez sur la situation de nos finances publiques et sur la part demandée aux collectivités dans le projet de loi de finances pour 2025. Comme vous le savez, la situation budgétaire de notre pays exige un effort de redressement extrêmement important. C'est un enjeu de souveraineté et de crédibilité nationale. Dans ce contexte, les collectivités territoriales sont appelées à contribuer à cet effort national aux côtés de l'État à hauteur de 5 milliards d'euros dans le projet de loi de finances. Avant toute chose, je tiens à redire devant la Chambre des collectivités territoriales que nos élus locaux ne sont pas les responsables de la situation budgétaire que nous connaissons. Ils sont dans leur immense majorité de bons gestionnaires. La question qui nous est posée dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances, c'est de déterminer leur juste part. Le choix du gouvernement s'est porté sur 3 principales mesures que nous allons débattre dans les prochains jours. D'abord, un mécanisme de reprise sur recettes pour les collectivités dont les dépenses de fonctionnement dépassent 40 millions d'euros. Les sommes seront reversées aux collectivités en 2026 selon des modalités qui seront échangées avec les parlementaires, les associations d'élus et le comité des finances locales. Deuxièmement, une année blanche de la dynamique de TVA via un écrêtement de la totalité de la dynamique de cette fiscalité transférée en 2025.
Le niveau de versement sera donc identique à 2024. Troisièmement, une réduction d'environ 1,8 point du taux de FCTVA et le recentrage de son assiette. Il appartiendra désormais aux parlementaires de débattre autour de cette juste part demandée à nos collectivités territoriales, ainsi que du juste retour qui leur sera adressé. Nous ne doutons pas, avec Catherine Vautrin et le Premier ministre, que le Sénat y prendra toute sa part et nous sommes à la disposition des parlementaires pour échanger sur leurs propositions d'amélioration de la version du texte qui vous sera soumis dans les prochains jours. Je vous remercie. Merci. Madame Daniel. Monsieur le ministre, il faut dire la vérité aux adjoints aux finances, aux vice-présidents des collectivités qui construisent les budgets actuellement. Ce ne sera pas 5 milliards, mais si vous comptez les effets indirects, les effets induits, les effets de non-compensation de l'inflation, nous serons plutôt, selon nos estimations, entre 8,5 et 10 milliards d'euros. À ça s'ajoutera l'effet récessif dont vous n'avez pas parlé. L'effet récessif, il se retrouvera dans les budgets 2026 et 2027 des collectivités. Les charges qui incombent aux collectivités locales augmentent avec les transferts. Elles ne sont pas compensées par l'État et toutes les collectivités locales vont se retrouver dans un effet de ciseaux. J'ai une pensée particulière pour les départements qui ont des dépenses sociales contraintes très fortes et qui sont spécialement dans cet effet de ciseaux et dans cette impasse. Les petites communes seront aussi concernées car elles contractualisent avec les départements et les régions. L'AMF, les départements de France, les régions de France, France urbaine sont à nos côtés pour vous interpeller. Les collectivités locales n'ont pas à être sacrifiées à l'autel de la mauvaise gestion des macronistes. À gauche, nous portons des propositions de bon sens et équilibrées pour les collectivités. J'espère que nous serons nombreux à les défendre sur ce budget. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question aurait pu porter sur la mise en œuvre du plan vélo et le développement des infrastructures cyclables. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le sujet. Car le meurtre de Paul Varry, cycliste écrasé volontairement par un automobiliste le 15 octobre à Paris, est un drame qui illustre une violence routière trop banalisée, une agressivité largement tolérée et rendue encore plus dangereuse aujourd'hui par la taille des véhicules qui ne cesse d'augmenter. L'enjeu va bien au-delà de la cohabitation entre cyclistes et automobilistes. Il est celui de la violence sur la route dont peuvent être victimes tous les Français, quel que soit leur mode de transport. Il faut sortir du déni de la violence routière qui représente un danger d'abord pour les plus vulnérables, piétons comme cyclistes. Mettant fin au silence du gouvernement après la mort de Paul Varry, le ministre des Transports a enfin annoncé la création d'une mission contre les violences et pour, je cite, « protéger tous les usagers de la route ». Je sais que les associations de cyclistes ont salué cette initiative. Mais au-delà de la communication, voulez-vous vraiment vous attaquer en profondeur au sujet de la violence routière ? Vous y attaquer dans la durée et en associant tout le gouvernement, c'est-à-dire les transports, mais aussi l'intérieur et la justice. Monsieur le ministre, la mort de Paul Varry a suscité à Paris et dans tout le pays une émotion immense. Il doit en sortir une politique publique forte qui contribue à un changement des mentalités, des pratiques et de notre société elle-même. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué chargé de la sécurité du quotidien. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Rémi Féraud, vous l'avez rappelé, alors qu'il circulait à vélo sur une voie protégée le mardi 15 octobre à 17h45, Paul Varry a perdu la vie après avoir été percuté, semble-t-il volontairement, par un automobiliste qui circulait sur la voie réservée aux cyclistes, boulevard Malesherbes. Malgré l'intervention rapide des services de secours, que je tiens à saluer, Paul Varry a succombé à ses blessures. Face à cet acte d'une grande violence, je veux avoir ici, au nom du gouvernement, une pensée pour sa famille, pour ses proches. L'émotion qui nous étreint a légitimement traversé le pays tout entier, comme vous l'avez rappelé. Le conducteur a été interpellé par les forces de l'ordre. Il a été déféré le 17 octobre dernier, placé en détention provisoire. Une information est ouverte. Et nous avons toute confiance dans les enquêteurs placés sous l'autorité du magistrat instructeur pour que l'enquête aille jusqu'à son terme le plus vite possible. Je n'irai pas plus loin s'agissant d'une affaire judiciaire en cours. Je veux néanmoins vous redire que le ministre de l'Intérieur,
Bruno Retailleau, est fortement engagé dans la lutte contre l'insécurité routière et fermement mobilisé contre toutes les formes de violence sur la route. L'enjeu du partage de la route et de la protection des usagers, en particulier des plus vulnérables, est une priorité de notre gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre. Les cyclistes représentent 8% des morts sur la route, les piétons 15%. Concrètement, la délégation à la sécurité routière, sous l'impulsion de la déléguée interministérielle Florence Guillaume, en a fait un de ses enjeux prioritaires dans sa nouvelle signature « Vivre ensemble », qui en porte la traduction, avec une réglementation des nouveaux modes de déplacement, avec des actes de sensibilisation envers les préfectures pour des actions de prévention, avec une campagne de communication « L'attention à vélo, l'attention au vélo ». Le travail sur la signalisation, l'éducation routière et bien d'autres actions qui sont portées d'ores et déjà, mais qui doivent être intensifiées pour améliorer la conscience des enjeux du partage de la route. Vous l'avez rappelé, le ministre Durovray a lancé une mission tout récemment. Vous pouvez compter sur le gouvernement pour s'engager pleinement pour en tirer les conclusions. Merci, monsieur le ministre. La parole est de notre collègue, monsieur Féraud. Merci, Monsieur le Président. Une voiture est un moyen de transport, pas une arme par destination. Ce que nous vous demandons, c'est de refaire de la sécurité routière et de la lutte contre la violence motorisée une priorité de l'action publique. Je vous remercie.